Dans cette partie, vous aurez accès à des informations générales sur les fertilisants à travers le monde et à une présentation des biofertilisants. Après un panorama sur les fertilisants dans le monde, vous disposerez d'une définition des biofertilisants, puis de l'interview d'un scientifique sur ce sujet. Vous terminerez cette première partie avec une présentation des différents composants des biofertilisants. Depuis 1960, la consommation mondiale d'engrais azotés a été multipliée par 9. D'après le Centre international de développement des engrais, cette tendance se poursuit. Entre 2008 et 2015, l'augmentation de la consommation de fertilisants minéraux, azote, phosphate et potasse, aurait augmenté de 130%. La consommation africaine d'engrais représente quant à elle 5% du marché mondial des engrais. Les engrais sont utilisés pour améliorer les rendements des cultures. Cependant, les engrais chimiques présentent de nombreux inconvénients. D'abord, ils sont source de pollution des eaux et du sol quand ils sont appliqués en quantité supérieure à la capacité d'absorption des plantes. Ainsi, un surplus de phosphate ou d'azote peut être lessivé dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines. Cet apport excessif d'éléments nutritifs dans les lacs ou les mares, par exemple, peut conduire à une croissance excédentaire de certaines plantes ou d'algues. L'écosystème aquatique, plantes et animaux, s'en trouve déséquilibré, il s'appauvrit en oxygène et en biodiversité. Les engrais chimiques ont des effets négatifs sur l'environnement et la santé. Leur utilisation est souvent à l'origine d'un appauvrissement des sols et la libération des nitrates dans le sol contamine les nappes d'eau souterraines. Les engrais chimiques multiplient les bactéries qui minéralisent les humus et dégagent du CO2. De ce fait, les champignons se multiplient 20 fois moins vite que les bactéries. Or, les champignons jouent un rôle majeur à travers la décomposition de la lignine. Les engrais chimiques favorisent le développement des bactéries et facilitent la minéralisation de la matière organique sous forme de dioxyde de carbone. Il s'ensuit que la faune qui se nourrit de cette matière organique disparaît et meurt. Il n'y aurait plus de remontée biologique des éléments en surface. C'est la dégradation biologique des sols. Le potassium, le phosphore et l'azote sont entraînés vers les nappes phréatiques. Il y a donc dégradation chimique. À un niveau avancé de la dégradation chimique, le calcium se lessive aussi. Et on assiste à une dégradation physique car l'argile et l'humus se séparent. C'est un processus de désertification. Les engrais, qu'ils soient chimiques ou organiques, contribuent au changement climatique. Ils sont responsables de 70% des émissions de protoxyde d'azote, N2O, qui est le troisième gaz à effet de serre le plus abondant dans l'atmosphère après le dioxyde de carbone et le méthane. Selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, ce gaz a un pouvoir de réchauffement global sur 100 ans 310 fois plus élevé qu'une masse équivalente de dioxyde de carbone. Or, depuis 1980, la concentration du N2O dans l'atmosphère a augmenté de 30%. Aussi, certains scientifiques considèrent que les seuls viables d'azote dans l'atmosphère ont déjà peut-être été dépassés, faisant de ce gaz un péril planétaire encore plus important que le carbone. L'autre point à considérer concerne la fabrication des engrais chimiques, qui requiert 5% de la consommation mondiale en gaz naturel. On peut dire qu'il faut l'équivalent en gaz d'1 kg de pétrole pour produire 1 kg d'azote. Seulement la moitié de l'azote épandu sur les terres est absorbée par les plantes. L'autre moitié contribue à la contamination des eaux et à l'émission du protoxyde d'azote, gaz à effet de serre 310 fois plus puissant que le dioxyde de carbone et l'ammoniac. Dans un communiqué de presse du 20 août 2019, la Banque mondiale souligne que l'azote
est l'une des principales causes de la mauvaise qualité de l'eau. Répandu sous forme d'engrais sur les terres agricoles, il finit sa course dans les rivières, les lacs, les océans, où il se transforme en nitrate. Les enfants, exposés aux nitrates dès leur plus jeune âge, souffrent de problèmes de croissance et de développement cérébral. Un collectif d'agronomes et d'agriculteurs a publié une tribune dans le journal Le Monde le 8 avril 2021 pour alerter sur les effets négatifs sur le climat et la biodiversité de la forte consommation de fertilisants chimiques. Les signataires reconnaissent le rôle important des engrais azotés de synthèse au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils affirment qu'il est possible de réduire drastiquement notre consommation d'engrais chimiques qui nourrit plus l'élevage industriel que les humains. On estime en effet que 80% de l'azote sert à la production d'aliments pour l'élevage. Il est aussi mentionné que l'adoption massive des engrais chimiques a provoqué une chute de la teneur en matière organique des sols et une augmentation des traitements pesticides, car trop d'azote rend les plantes vulnérables aux pathogènes. Pour s'affranchir de la consommation d'engrais chimiques, plusieurs mesures doivent être prises. Il s'agit notamment de l'adoption de pratiques de gestion durable des terres, comme la culture de légumineuses qui fertilisent les sols de façon naturelle, ou bien la production de biofertilisants. Un biofertilisant ou biostimulant est une substance qui contient des micro-organismes et des éléments minéraux. Ces derniers sont directement à la disposition de la plante, tandis que la fraction biologique, les micro-organismes, favorise la minéralisation de la matière organique pour la fertilisation ultérieure. En effet, pour leur développement, les plantes nécessitent plusieurs éléments: eau, lumière, dioxyde de carbone, oxygène et divers minéraux. Elles prélèvent les éléments nutritifs, azote, phosphore, potassium, vitamines et oligo-éléments, par le biais de leurs racines. Toutefois, pour que ce prélèvement se déroule correctement, il faut que le sol présente certaines propriétés. Pour cela, le rôle des micro-organismes est essentiel. Ce sont eux qui vont rendre disponibles les éléments nutritifs dont la plante a besoin. Ce sont donc les biofertilisants qui vont aider le sol à s'auto-fertiliser et à combler les besoins de la plante. Ils sont en général un mélange de déchets d'origine végétale et d'origine animale. Les biofertilisants peuvent se présenter sous forme liquide ou solide. Ils sont souvent issus d'une décomposition aérobie de déchets organiques. Cette décomposition s'effectue par le biais de bactéries, d'insectes, de vers et de champignons. Les biofertilisants peuvent être appliqués sur les feuilles, sur les racines, sur les semences ou sur le sol. Les biofertilisants sont particulièrement importants pour l'Afrique car les sols africains contiennent relativement peu d'azote et autres éléments nutritifs assimilables directement par les plantes. Or, en raison de la forte croissance démographique des pays africains, il est essentiel de répondre à la demande croissante de besoins alimentaires. Pour avoir une production suffisante, il est indispensable de disposer de fertilisants avec un fort taux d'azote. Souvent, les engrais chimiques sont utilisés, mais cet usage présente des inconvénients majeurs du fait de températures élevées qui favorisent leur perte pour la culture et leur infiltration dans le sol par manque d'humus. C'est la raison pour laquelle on a de plus en plus recours à des biofertilisants. C'est le cas notamment de l'azote, élément essentiel à la croissance des végétaux. Il est nécessaire de rendre l'azote atmosphérique assimilable par les plantes. Cet azote atmosphérique ne peut effectivement être assimilé directement que par les légumineuses, une des plus importantes familles de plantes à fleurs, telles que soja, arachides, haricots,
pois ou fèves. D'autre part, compte tenu de la croissance démographique très forte des pays africains, il est essentiel de répondre à la demande croissante de biens alimentaires. Il apparaît donc indispensable de disposer d'engrais pour être en mesure de fournir une production suffisante. Sur le plan mondial, le marché des engrais biologiques occupe une petite place, environ 1% du marché des engrais. Il tend toutefois à augmenter. En Afrique, la part est encore plus faible. Les fertilisants issus d'organismes vivants, tels que le fumier ou le compost, favorisent le développement des cultures et participent à la fertilisation des terres. Les micro-organismes renforcent les plantes. Vous pouvez maintenant visionner la vidéo-interview de Chabi Bienvenu Adjé sur les biofertilisants en Afrique. En Afrique, les principaux fournisseurs de fertilisants sont les industries agrochimiques. Alors, en prenant le cas du Bénin, je sais que les fournisseurs viennent de différents pays, dont occidentaux, asiatiques, indiens. Voilà. Dans le cas du Bénin, c'est la société de développement du coton, donc la Sodeco, qui importe donc les engrais minéraux, en particulier l'urée et les NPK. C'est mieux peut-être de préciser un cas qui est celui au fait des terres, des rizières au niveau de la sous-région ouest africaine. Je vais partir de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Bénin, qui sont les zones sur lesquelles il y a des articles qui sont bien précis, où on a constaté une acidification des sols, donc surtout des rizières, et qui a entraîné une baisse des rendements de près de 75% au bout de 10 ans. Donc l'emploi des fertilisants minéraux, chimiques, a causé donc une acidification des rizières et ça a fait chuter complètement donc les rendements de riz dans chacun de ces pays-là. C'est la même chose aussi en ce qui concerne la production de maïs, surtout au nord de la Côte d'Ivoire, où ils ont constaté que l'emploi des fertilisants minéraux a causé une baisse en fait, d'un certain nombre d'oligo-éléments au niveau du sol et qui a aussi provoqué la chute donc, de la productivité, de la fertilité de ces sols, ainsi qu'une détérioration donc, progressive. Maintenant, il faut aussi rajouter que quand il y a une acidification des sols, ça veut dire aussi une modification donc, de la biologie de ces sols et ainsi que de la texture donc, de ces sols-là. Les biofertilisants permettent d'avoir une agriculture durable. L'emploi de biofertilisants ne va pas détruire ou dégrader donc, la fertilité des sols, ça va maintenir la fertilité des sols, ça va améliorer la qualité des sols. L'emploi des biofertilisants va permettre d'avoir une biodiversité édaphique qui est assez diversifiée, assez vivante. L'emploi des biofertilisants va permettre aussi de créer une économie locale, une économie verte locale, parce que l'emploi de biofertilisants suggère que nous les produisons localement. Donc de valoriser un certain nombre d'éléments naturels qui sont dans le milieu et ainsi de contribuer à une économie durable. Cela suggère que celui qui veut fabriquer un biofertilisant a l'information, sait s'y prendre pour produire. Voilà, donc il a un minimum de connaissances sur la production, sur les techniques donc, de production de biofertilisants. Et c'est là tout l'intérêt donc, des formations collaboratives que nous sommes en train d'avoir avec les paysans pour leur apprendre donc, comment produire les différentes techniques, les différentes technologies qui existent pour produire ces biofertilisants. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'une chose est de savoir comment le faire, mais de disposer donc des matières premières qui entrent dans la fabrication donc, des biofertilisants. Et quand on parle de disposer, partout dans toute notre sous-région
ouest africaine, les matières premières qu'il faut pour produire des biofertilisants existent partout. On en a. La matière organique, il y en a vraiment partout. Et donc, tout paysan, toute personne qui est intéressée, voilà, donc, par la fertilisation organique, ou même qui veut en faire une entreprise, a aujourd'hui, disons, toutes les cartouches pour pouvoir produire donc, des biofertilisants. Disons que c'est relatif, ça dépend de quel type de biofertilisant nous avons sous la main ou quel type de biofertilisant nous avons produit. En ce sens que il y a des biofertilisants qui ne sont pas faciles d'emploi. Tout à l'heure dans la production, nous avons parlé des différentes techniques qui existent. Et donc en fonction du biofertilisant qu'on a produit, le mode d'emploi sera différent. En fonction aussi de la source, parce qu'il y a des biofertilisants qui sont rachetés. Ceux-là, auprès de certaines entreprises locales, ceux-là ont déjà une fiche d'utilisation qui est un peu précise. Elles sont donc faciles, en tout cas au niveau technique. Maintenant, quand on a produit par exemple des biofertilisants solides, il faut, au niveau de l'application, en moyenne généralement autour de 5 tonnes, voilà, de biofertilisants solides de compost, hein, voilà, à épandre donc sur une superficie de 1 hectare. Alors cela demande un peu de logistique, cela demande de la main-d'œuvre donc pour nos paysans. Voilà, un peu au niveau des biofertilisants liquides, c'est un peu plus simple parce que il faut le diluer et après il faut le pulvériser, ce qui demande un peu moins au fait de logistique et un peu moins de main-d'œuvre par rapport à l'emploi. Au niveau écologique, le résultat, il est toujours efficace parce qu'ils vont toujours améliorer donc, la structure des sols, ils vont préserver la fertilité des sols, ils vont améliorer donc, la texture des sols. Donc sur ce plan-là, ils sont efficaces. Maintenant, au niveau technique, au niveau productivité, au niveau rendement des cultures, au niveau réponse de la culture, c'est relatif. Un seul biofertilisant ne peut pas répondre aux besoins de toutes les cultures. Un seul biofertilisant ne va pas résoudre le problème de toutes les spéculations agricoles. En ce sens que, aujourd'hui, d'après les données scientifiques dont nous disposons, les fertilisants chimiques, les fertilisants minéraux, sur le plan de la productivité, avouons-le, sont de 20% plus efficaces que les fertilisants organiques, que les biofertilisants. Voilà ce que nous avons en termes, voilà. Mais dans le temps, dans la durabilité, les biofertilisants sont bien sûr plus efficaces que les fertilisants chimiques, les fertilisants minéraux. Le premier, c'est le manque d'informations, le manque de connaissances même sur les techniques pour les produire. Parce que les ressources au niveau de la zone Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ici, les ressources pour les produire, les intrants pour produire les fertilisants organiques, les biofertilisants existent. Mais malheureusement, nos populations ou nos paysannes et nos paysans, par manque d'informations et de formation, n'arrivent pas à les produire et à les utiliser convenablement. C'est le premier élément. L'autre élément, vu que de jeunes entreprises sont aujourd'hui en train de naître, de jeunes entreprises sont en train de se construire dans la sous-région. Ces jeunes entreprises-là sont confrontées à un problème. La plupart des grandes sociétés importatrices au fait de fertilisants minéraux, comme je vous l'ai dit dans la plupart de nos pays, reçoivent des subventions. Les agriculteurs sur le terrain reçoivent les fertilisants minéraux chimiques gratuitement, sont prépayés et c'est après qu'il doit rembourser. Donc, quand le paysan il a accès facilement à un fertilisant et que de l'autre côté il doit acheter, ben bon, le choix il est déjà fait parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources et pourquoi pas, ils n'ont pas vraiment le choix. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans la sous-région, dans la plupart des pays, les politiques agricoles n'incitent pas, voilà, à l'agriculture écologique et biologique, n'incitent pas
à l'emploi des fertilisants, des biofertilisants. La plupart des politiques agricoles au niveau donc, de la sous-région se sont accordées, se sont engagées donc, depuis l'Union africaine à promouvoir l'agriculture biologique en Afrique. Il y a des politiques qui ont été donc rédigées, maintenant c'est leur application. Donc déjà c'est quand même positif, voilà, du fait qu'on en parle au niveau de tous ces pays. Donc voilà, au niveau des politiques agricoles, c'est dit, il y a eu des accords qui ont été signés, c'est bien. Donc voilà, nous sommes quand même à un niveau, voilà, au niveau législatif. Maintenant, au niveau opérationnel, en dessous, c'est encore vraiment lent. C'est encore lent. Toutefois, il y a des points positifs. Il y a plusieurs jeunes entreprises, il y a des initiatives de formation, il y a des entreprises de production de fertilisants organiques, il y a des camps agricoles, voilà, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est beaucoup encourageant. C'est beaucoup encourageant. Les composants des biofertilisants sont de différentes natures. Les composants d'origine végétale sont souvent des résidus de culture, feuilles, tiges, paille, racines. Les composants d'origine animale peuvent être par exemple des déchets de poissons, du sang séché, de la corne torréfiée ou bien du fumier. Il est possible de classer les biofertilisants selon différents types en fonction des micro-organismes qu'ils contiennent. Les bactéries qui permettent de fixer l'azote, elles captent l'azote de l'air et du sol pour le transmettre aux plantes. Ces bactéries, de type rhizobium, vivent en symbiose avec les plantes, au même titre que les champignons mycorhiziens. Les bactéries qui rendent le phosphore soluble, lequel devient disponible pour les plantes. Les champignons mycorhiziens qui vivent en symbiose des racines des plantes. Les engrais verts sont aussi des biofertilisants. Ils ont des effets bénéfiques sur les qualités biologiques et physiques des sols. Il peut s'agir par exemple de légumineuses telles que le niébé ou le pois d'Angole, de graminées telles que le millet, l'avoine ou l'orge, de brassicacées comme la moutarde, les choux ou les radis. L'utilisation de ces plantes permet d'améliorer la structure du sol en surface comme en profondeur. De plus, les engrais verts entrent en concurrence avec les adventices, dont ils limitent le développement. C'est le cas par exemple du sorgho fourragé qui sécrète des toxines, lesquelles empêchent la germination des adventices. Plusieurs études montrent aussi que certains engrais verts protègent les plantes des maladies et des ravageurs. Ainsi, les crucifères, la moutarde ou le colza fourragé ont des propriétés désinfectantes car ces plantes libèrent des composés soufrés. Pour toutes ces raisons, les engrais verts représentent une solution intéressante aux difficultés rencontrées par les maraîchers notamment. Pour compléter ces informations, vous disposez de ressources supplémentaires. Pour y accéder, utilisez le lien affiché sur cet écran.